Merci beaucoup. Bonjour. Et donc c'est bien, j'ai pas besoin de vous expliquer tous les logos là, sinon ça prend du temps. Mais à la présentation, vous avez peut-être compris que donc moi je viens du domaine informatique. Donc rassurez-vous, je vais pas vous trop rentrer dans la technique, c'est pas l'objet du jour. Mais vous allez voir que un peu tout ce que je vais présenter, là où j'essaye de présenter un peu un panorama des concepts autour de la ville intelligente et de la ville apprenante. Vous allez voir que c'est vraiment dans l'axe du LabEx-IMU, de l'intelligence des mondes urbains, parce que c'est du pluridisciplinaire de bout en bout. Et en particulier, je m'aventure sur des terres qui ne sont pas les miennes. Donc, pardonnez-moi dès le départ si je dis des énormités pour des vrais spécialistes des sciences humaines. Je m'autorise d'aller chercher des choses qui ne sont pas les miennes. Juste pour vous dire, il n'y a pas longtemps, quand je faisais des exposés sur ce sujet-là, je parlais de la ville intelligente. Et maintenant, je parle de la ville intelligente et apprenante. C'est un peu une évolution de la pensée qui est venue notamment dans le cadre d'un autre truc de l'Université de Lyon, qui s'appelle l'École urbaine de Lyon, qui est dirigée par Michel Dussault, qui est géographe, et où on s'est posé ces questions de c'est bien d'avoir une ville intelligente, mais qu'est-ce que ça demande en termes de formation, de compréhension, de choses comme ça. Ça sera un peu sur la fin de mon exposé, vous verrez pourquoi. Mais donc, le départ de tout ça, ça a été dit dans l'introduction, c'est que si on s'intéresse à la ville, en particulier du point de vue des gens du réseau, des gens de l'informatique, c'est que maintenant tout le monde vit, la majorité de la population vit en ville. En France et en Europe, c'est depuis un bon bout de temps, mais on a dépassé les 80% de la population qui vit en zone urbaine en France. Avec des problématiques qui arrivent autour d'une surdensification des zones urbaines ou, à l'inverse, d'un trop grand étalement des zones urbaines. Et puis des enjeux de ce qu'on appelle de passage à l'échelle, c'est-à-dire qu'un système qui marche avec une certaine taille, quand on le fait grossir, ça peut coincer par endroits. Et en même temps, j'essaie de ne pas trop reprendre cette expression, il y a pas mal d'exigences sociétales qui arrivent, notamment en termes d'environnement, de santé publique, qui ont toujours été un sujet dans les villes, mais qui sont assez prégnantes en ce moment. Beaucoup de choses autour des transports publics, privés ou individuels, et de la saturation notamment des infrastructures de transport dans les villes. Et puis, le fonctionnement des services publics, notamment quand il y a une croissance de la population, de la densité, des services publics ou des services collectifs pour pas se restreindre à un seul type de mode de fonctionnement. Et avec cette idée que on veut de plus en plus avoir des choses, des services qui soient réactifs, qui soient individualisés, qui soient personnalisés en fait, plus exactement pour passer du côté un peu individualiste à personnalisation, la personne, et notamment les valeurs de la personne, ce qui fait que moi, je suis assez similaire d'une autre personne en termes de catégories socio-professionnelles, de niveau de vie, de choses comme ça, mais je n'ai pas les mêmes valeurs que cette autre personne et je vais attendre de la ville qu'elle se comporte autrement vis-à-vis de moi, qu'elle réagisse autrement. Ce point-là est extrêmement relié à la révolution numérique et au fait que on est habitué à ça parce qu'on a des réseaux sociaux qui nous permettent de personnaliser notre environnement de discussion, d'échange d'informations. On a des applications de GPS qui nous permettent de personnaliser notre trajet en fonction de nos préférences, de temps, de tout ce qu'on veut. On a des flux d'informations qu'on personnalise de plus en plus avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour de ça. Mais en fait, le numérique permet cette personnalisation, parfois à outrance. Mais on est dans cette dynamique-là. Alors, je ne sais pas quel est l'œuf, quelle est la poule, mais in fine, c'est deux choses qui se renforcent. Et on arrive à vouloir que la ville se comporte comme ça aussi. Donc il y a cette volonté, là, que je dis, d'expérience personnalisée de la ville. Et il y a le concept de ville intelligente, il arrive peu ou prou là-dedans, avec l'idée que les technologies de l'information, de la communication, maintenant on dit le numérique, l'informatique, quoi, en gros, est une solution pour répondre aux enjeux sociétaux, aux nouveaux besoins qui se profilent, à la nouvelle façon de formuler ces besoins-là. Et on a sorti ce terme de Smart Cities, qu'on traduit un petit peu de manière abusive en français par ville intelligente. Je vais venir dessus. Donc moi, j'aime pas du tout le terme ville intelligente, comme si avant qu'il y ait les ordinateurs, les villes étaient stupides, alors que dans toute l'histoire de l'humanité,
la création d'intelligence au sens philosophique, scientifique, artistique, humaine, ça vient des villes. Tout est sorti des villes parce qu'on a regroupé des gens, ils se sont frottés leur cerveau l'un contre l'autre, et c'est ces échanges-là qui produisent du savoir, de la connaissance, de la philosophie. Et la seule chose que peut faire l'informatique là-dedans, le numérique, c'est accélérer encore plus ces échanges. Donc à la limite, on pourrait dire qu'on va faire des villes un peu plus intelligentes. Mais voilà, il faut rester humble par rapport à ça. Reste que c'est le terme marketing, donc on l'utilise tous, on va parler de ville intelligente. Alors, ce transparent, c'est juste pour dire, pour rendre à... Je ne sais pas s'il faut dire à César, c'est pas très politiquement correct. Bref, rendre à la métropole ce qu'est la métropole. Je ne travaille pas pour la métropole, je travaille de temps en temps avec la métropole, mais j'ai volé des slides à la métropole parce qu'ils sont très bien faits. Par ailleurs, c'est des slides qu'ils avaient eux-mêmes commandés à un cabinet qui s'appelle Effervescent, un cabinet de sociologues. Donc voilà, les slides qui sont jolis, ils viennent de la métropole, ils ne sont pas de moi. Et en particulier, il y a celui-là que j'aime beaucoup, parce que c'est important, quand on réfléchit à ce qu'est la ville intelligente, de comprendre d'où ça vient. Alors, je ne vais pas faire l'historique de l'évolution des villes depuis l'Antiquité, c'est trop long, mais on peut commencer au début du XXe siècle, à la fin du XIXe. À ce moment-là, on considère la ville comme un ensemble d'unités d'habitation ou de fonctions urbaines, grosso modo. Et il y a une grosse concentration de gens qui viennent se mettre dans les villes. Il y a l'exode rural, il y a la deuxième révolution industrielle qui a fait son effet. Et en gros, un gros problème, c'est la qualité de vie en termes d'hygiène, de santé. Et donc, il y a un gros développement de la ville autour de l'hygiénisme, notamment à Villers-Urbaine, ça a donné le quartier des gratte-ciel. Ça a donné des utopies comme celle du Corbusier, comme celle de Tony Garnier. Donc, on a recréé la ville de manière à la rendre la plus habitable possible. C'est aussi dans cette période-là que commence à naître la notion d'habitat digne, d'habitat où on vit en bonne santé en tout cas. Et puis après, se passe la guerre, continue l'exode rural, continue la densification urbaine. Dans les années 50, on commence à avoir plus de la moitié de la population qui vit en ville. Et puis il y a l'émergence de la voiture comme mode de mobilité individuelle. Et on se rend compte que les villes commencent à saturer en termes de déplacement. Et c'est un moment où on comprend qu'habiter la ville, c'est pas simplement avoir son logement, c'est aussi se déplacer dans son quartier, se déplacer dans son environnement, aller de là où on habite, là où on travaille, etc. C'est des moments où il y a, après les années 60, l'étalement urbain, des choses comme ça. Mais on commence à comprendre que la ville, c'est pas simplement donc des fonctions, c'est des fonctions et des flux de mobilité. Et on commence à retravailler les villes autour de ces flux de mobilité. C'est à peu près par là qu'apparaît l'urbanisme de dalle qu'on essaye de casser maintenant parce que c'était assez affreux. Et c'est aussi à ce moment-là, je ne rentrerai pas trop dans le détail dans cet exposé, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on arrive à avoir, ça existait bien avant, mais de plus en plus une sorte de hiérarchisation sociale des lieux d'habitation, avec entre autres la libéralisation du loyer, du foncier, etc., qui fait que on répartit l'habitat, on répartit l'occupation des villes pas mal en fonction des catégories socio-professionnelles. En gros, il y a les riches d'un côté, il y a les pauvres de l'autre, et puis au milieu, il y a toute la hiérarchie. Et on considère encore la ville beaucoup sous ce prisme-là de catégories relativement vues comme uniformes autour du niveau socio-professionnel des gens. Et puis aujourd'hui, on est à l'ère de l'individualisation, des services interactifs. Et de ce que je disais au début, c'est que nos modes de vie sont plus complètement définis ou essentiellement définis par notre catégorie socio-professionnelle, mais aussi par nos valeurs. Et que on va dire, personnes avec un niveau de vie relativement aisé, une va choisir de vivre en centre-ville et de se déplacer à vélo parce que et d'être proche des centres culturels, et l'autre d'aller dans une zone pavillonnaire pour être un peu plus proche de la nature, ou simplement parce que avoir un jardin et une grosse voiture, c'est un signe extérieur de réussite. Donc trois valeurs différentes, trois modes de vie différents qui amènent à des choses qui peuvent être parfois en concurrence ou parfois similaires. Toujours est-il qu'on veut cette expérience de la ville. On veut chacun veut à son urbanité à lui, veut le vivre comme il veut. Et dessus, on peut s'appuyer sur la révolution numérique. Donc pour faire cette individualisation, je vais y arriver, pour faire ces services, on va numériser la ville. Numériser la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'appuyer sur de la donnée. Donc là, je rentre un peu dans le côté informaticien quand même. La ville intelligente, c'est d'abord de la production de données et de la réutilisation de données. Et donc il y a encore ce joli slide qui n'est pas à moi.
sauf les annotations sur le côté, qui explique un peu le cycle de vie de la donnée urbaine, qui donne un petit peu le sentiment de ce qui se passe et de comment nous, on va travailler dedans. Pour faire des services, il faut de la donnée qui est générée à un moment. Soit elle est générée par des capteurs qui vont mesurer, mais je vais revenir un petit peu sur la diversité de ces moyens de générer de la donnée, soit par les réseaux sociaux, soit par des enquêtes de gens, des SHS, qui savent très bien faire des enquêtes, c'est-à-dire que pas moi. Et puis cette donnée qui est générée, à un moment on va la transporter, on va la stocker dans des endroits où on va pouvoir travailler dessus, et donc là se posent des enjeux de qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir des données hétérogènes, qui viennent de sources différentes, comment je vais les mettre au même endroit, comment je vais pouvoir les croiser, les travailler. Donc ça pose pas mal de questions. Donc au début, on a des données. Là, on commence à avoir des données qui sont qualifiées, c'est-à-dire qu'on a 12, mais on sait que c'est une température d'une lumière qui s'éteint à tel endroit, etc., etc. Donc on prend de la donnée, on la qualifie, ça commence à ressembler à une information, et puis là, on va vraiment la travailler. On va faire de la classification, on va regrouper ces données, on va les croiser, on va explorer ces données. Et là, ça devient de l'information. Et à partir de ça, on va pouvoir produire des nouveaux savoirs, des nouveaux services qui vont être redistribués vers les citoyens, vers les utilisateurs, selon comment on les considère. Et là, on va re-rentrer dans ces phénomènes de personnalisation de services. On va arriver sur tous ces concepts autour de l'intelligence artificielle, de la décision automatique, de l'automatisation des services, et sur des questions qui sont un peu plus humaines, là, qui sont de la représentation de ces données. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple sur lequel je travaille dans le cadre d'IMU, on mesure de la qualité de l'air. Donc on a des capteurs qui vont nous dire, voilà, 50. On va ramener l'information, en fait, c'est 50 particules par mètre cube, et c'est des particules fines de telle taille. Et puis on va commencer à travailler de ça, les mettre dans des modèles, et puis à un moment, il faut rendre l'information. Et qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais donner une valeur numérique, parce que c'est du calcul scientifique, ou est-ce que je vais donner un indicateur de qualité de l'air pour dire c'est très bien, c'est pas bien, c'est pas top, au secours? Voilà. Comment je vais représenter l'information, ça dépend de qui j'ai en face de moi, quel est l'utilisateur, et de ça va dépendre beaucoup de traitements et de beaucoup de façons de gérer cette donnée-là. Ça, c'est une première chose. La donnée, c'est important. Le moment de la révolution numérique, ou du moins c'est très drôle, le moment où on est aujourd'hui est un moment un peu particulier, parce qu'il y a encore 10 ans, je pense, on parlait de monde virtuel et de monde réel. On avait cette dichotomie-là entre, en gros, pour caricaturer à gros traits, le web et la vraie vie. Et puis, aujourd'hui, on est de moins en moins dans cette dichotomie-là. La frontière entre les deux s'est atténuée, et dans mon domaine où on travaille sur les réseaux de capteurs et les choses comme ça, on vend le fait qu'il y a un continuum entre le monde physique et le monde numérique, et on n'arnaque pas tant que ça quand vous réfléchissez que vous avez des capteurs dans votre environnement à beaucoup d'endroits. Je reviendrai pour vous en montrer quelques exemples. Que quand vous avez une montre connectée qui mesure votre battement cardiaque à chaque fois que vous allez courir, que ça ramène dans votre smartphone et que c'est lié avec la qualité de l'air pour vous dire c'est pas le moment de courir. Là, on est vraiment dans un continuum entre la vie physique, le monde physique, là où je marche, là où je respire, et puis sa numérisation et les services qui en ont été faits. Donc ça vient du fait qu'on a beaucoup de capteurs déployés, des capteurs qui mesurent l'environnement, qui mesurent les activités, qui sont déployés soit dans notre espace, soit sur les objets qu'on porte avec nous. On a des choses un peu plus petites comme les tags RFID. Si vous lisez encore des livres, vous les avez tous vus sur les bouquins à la FNAC, c'est le truc qu'on bip quand on va payer. Mais je vous montrerai une photo pour montrer que ça a des implications industrielles énormes. Nos smartphones, c'est entre 15 à 20 capteurs embarqués dedans, qui nous suivent de manière assez passive, c'est-à-dire que même quand on n'est pas trop d'accord ou qu'on n'est pas conscient de ça, on est mesuré en permanence. Si vous avez un smartphone Android, il y a une page web, vous avez toute votre mobilité depuis que vous avez acheté un smartphone Android. Chez Apple, il y a la même, mais il n'y a pas la page web pour regarder. Donc voilà, donc là, vous êtes suivi sans même le savoir, et il y a un scandale chez Facebook en ce moment. Pour le coup, si vous aviez installé l'application Facebook, elle récupérait tous vos appels, tous vos SMS, et en plus, elles se sont fait piquer par une boîte qui n'est pas très recommandable. Bon, bref, c'est du tracking qu'on appelle passif parce qu'on n'est pas actif dedans. Puis il y a les réseaux sociaux, qui vont être le sujet de Julia. Les réseaux sociaux, c'est du tracking
actif, volontaire. C'est nous qui mettons de l'information sur les réseaux, plein de types d'informations différentes, un peu plus sensibles parfois, on a plus de côté émotionnel ou personnel dedans. Du genre de tracking où les centrales de renseignement disent la NSA en a rêvé, Facebook l'a fait. C'est exactement ça. Et puis tout ça, ça permet aussi à un moment de revenir vers l'utilisateur, revenir vers le citoyen. C'est des services, c'est de la cartographie, c'est l'open data, c'est toute cette redistribution de l'information quand elle est retraitée. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un espace urbain qui est observé de manière multiple, une vraie multitude d'observations différentes des choses qu'on n'avait pas auparavant. Et puis, alors, pour vous donner 2-3 petits exemples rapidement, puis corriger un terme aussi, j'aime bien corriger les termes, moi. Big data, c'est un terme que vous avez beaucoup entendu. Et moi, quand j'entends big, j'entends gros, massif. D'ailleurs, ça a été traduit souvent par des données massives. Et en fait, l'Internet des objets, la ville intelligente, la numérisation de notre espace, ce n'est pas des données massives, c'est une masse énorme de toutes petites données. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'était celui de la photo en haut à droite, là, où il y a écrit RMG 456. Ça, c'est l'idée que dans un port industriel, tous les objets qui traversent un port industriel sont équipés de tags RFID. Ils passent sous des portiques jaunes comme ça, et ça permet de compter, le temps que le camion passe, on compte exactement tous les objets qui passent en dessous. Et ça, c'est pas beaucoup d'informations, c'est 7 caractères par objet, là, dans cet exemple-là. Mais il y a tellement de millions d'objets qui passent par seconde sous ces portiques-là, que ça génère des flux de données gigantesques. Donc voilà, Big Data, c'est très en lien avec l'Internet des objets, c'est plein de petites données, comme notre consommation d'eau, par exemple. Ça, c'est plutôt la situation aujourd'hui. Le futur, vers où on va, et en tout cas pourquoi on travaille, c'est d'avoir une densité de capteurs, une densité de mesures qui est extrêmement dense. Aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas dense, la mesure de la ville, mais on travaille à faire en sorte que ça soit de plus en plus dense pour plein d'applications différentes, que ce soit la mesure de la qualité de l'air, l'estimation des flux routiers ou la planification de maintenance d'une infrastructure. Cet exemple, je l'aime bien parce que je travaille là-dessus avec des gens qui font de la nano-électronique et qui génèrent des nanocapteurs qui se noient dans le béton, qui vont donner une information très incomplète, très faible, mais il y en aura tellement qu'au final, on aura une connaissance de la structure d'un pont, par exemple, qui sera bien meilleure que ce qu'on fait aujourd'hui, avec des capteurs qui sont très chers, très gros, et qui demandent des experts à déployer. Donc en fait, tout notre travail consiste à nous tirer une balle dans le pied et à faire en sorte qu'on fasse mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, avec moins de gens qualifiés comme nous. Je suis dans une école d'ingénieurs, donc je les prépare au chômage. Mais bon, ça va prendre quelques années quand même, quoi. Donc voilà, donc on est sur ce truc-là de miniaturisation, de connecter beaucoup d'objets et d'essayer de densifier la mesure qu'on va avoir dans notre environnement avec des applications dans tous les sens. Une chose, on va déployer de manière dense. Et puis, je reviens sur les flux de mobilité au sein de la ville. La ville, c'est la mobilité. Et donc, on a énormément de capteurs qui sont en mobilité dans la ville. Je parlais des smartphones qui représentent une quinzaine de capteurs, de quelques dizaines de capteurs. Une voiture moderne, c'est plusieurs centaines de capteurs qui se déplacent, de vibration, d'accélération, etc. Et puis on peut imaginer qu'à terme, il y ait des capteurs de qualité de l'air, qu'il y ait des capteurs d'environnement, de pollution sonore, je ne suis pas très bon sur les usages futurs, mais les applications futures. Mais en tout cas, c'est un concentré de technologies de mesure de son environnement. Et si on pense aux véhicules autonomes, c'est encore plus de mesures de l'environnement. Puis du coup, on a les transports publics qui font une infrastructure de circulation qui pourrait être une infrastructure de mesure de la ville qui serait assez gigantesque, mais qui en plus déjà mesure la mobilité des gens. On en parlait tout à l'heure, si on est obligé de badger à chaque fois qu'on rentre dans un truc TCL, c'est pas pour être sûr qu'on a payé l'abonnement, parce que de toute façon, il le recontrôle derrière. Et d'ailleurs, si on a payé mais qu'on n'a pas validé, on se fait quand même verbaliser. C'est parce que les TCL veulent avoir cette mesure de qui rentre à quel moment dans le système. Donc ça permet de comprendre les mobilités. Ça permet aussi, en travaillant un peu mieux la donnée, de comprendre les usages de l'espace urbain. Et puis, ces capteurs en mobilité, ça permet aussi de faire de la mesure citoyenne. C'est-à-dire faire que tout un chacun, avec cette immensité de capteurs qu'il a à sa disposition, peut participer à une expérience, à une mesure. Donc ça, c'est un peu le terme de crowdsourcing qui est là, qui est un barbarisme anglais, mais qui veut dire que c'est la foule qui est la source de données. Et puis, c'est pas simplement qu'on a ces capteurs qui se déplacent et qui, c'est bien parce qu'ils mesurent à plein d'endroits, c'est que rien que le fait qu'ils se déplacent est une partie de l'information qu'on récupère, et une partie importante, notamment parce que on mesure là où sont les gens.
Donc imaginez que vous avez des capteurs de qualité de l'air sur vous. Je reviens beaucoup sur cet exemple parce que j'y travaille quand même pas mal, donc c'est des exemples qui reviennent vite. Mesurer là où on est, c'est mesurer là où on va faire un effort, par exemple, si on est en train de courir ou de faire du vélo. Donc mesurer là où on est le plus exposé. Si on fait de la mesure de qualité de l'air à un endroit où il n'y a jamais personne qui passe, c'est intéressant pour un modèle de calcul. Pour le retour à la société, c'est un peu moins bien. Donc voilà, avoir des capteurs qui se déplacent avec les gens, c'est utile. Et puis on a un autre système qui est en fait un énorme capteur de la ville, c'est le réseau cellulaire. Donc on est quand même pas très loin tous d'avoir un téléphone sur nous, voire certains qui en ont plusieurs. Il y a plus d'un téléphone actif que d'habitants en France. Enfin, il y a plus d'un téléphone actif par habitant en France. Et du coup, le réseau cellulaire, comme on est connecté en permanence, il sait à une certaine échelle où on est et qu'est-ce qu'on fait. Et ça, donc ça permet de comprendre la mobilité, mais à partir de ça, on en arrive à comprendre, à analyser le tissu urbain, c'est-à-dire à comprendre quelles sont les fonctionnalités urbaines qui sont dans un endroit, en gros, pourquoi les gens vont à cet endroit-là, et pourquoi leur comportement montre quelles sont les fonctionnalités urbaines qu'ils utilisent là. Donc en termes de planification urbaine, rien que le réseau cellulaire donne énormément d'informations. Ça permet de faire des études macroscopiques de flux aussi, en ciblant telle ou telle population, et donc de comprendre notamment les phénomènes, par exemple, de ségrégation urbaine. On arrive vachement bien à les observer rien qu'avec le réseau cellulaire. Et puis, c'est un sujet qui est assez intéressant parce que c'est des phénomènes qui étaient invisibles auparavant. Puis, ça permet de définir des services innovants aussi. On a déjà, pour ceux qui utilisent Google Waze ou Coyote, qui sont du crowdsourcing à l'état pur. C'est les utilisateurs qui sont dans un système, qui fournissent de l'information, qui permettent de donner la valeur ajoutée du système, c'est-à-dire savoir par où il faut passer ou pas passer. L'exemple de TomTom, c'est un vieil exemple que j'aurais dû enlever. Mais TomTom, par exemple, si vous avez des vieux TomTom, si vous n'êtes pas mangé par Google, TomTom vous donne une estimation de l'occupation, enfin de la vitesse de circulation sur les axes, avec un partenariat avec Orange, c'est-à-dire qu'Orange mesure à quel point les téléphones se déplacent vite sur un axe et renvoie ça à TomTom. Donc ça, c'était vachement bien au début des années... Dans les années 2000, c'était hyper innovant, mais sauf que ils ont l'échelle de mesure d'une cellule d'un réseau cellulaire, ce qui fait que par rapport à Waze, qui mesure exactement où sont les voitures avec le GPS, ils se sont fait larguer. C'était quand même un bel exemple. Et le futur là-dedans, qui est pas loin du tout. Il y a déjà des applications qui font ça, mais ça reste à travailler. C'est, ma valeur, c'est que je veux me protéger de la pollution ou des allergènes ou du bruit, par exemple. Je vais pouvoir calculer le trajet qui correspond à mes préférences à moi. Donc là, on n'est même plus sur Waze ou TomTom qui va vous dire par où passer pour aller le plus vite. Ça va être pour aller... je vais privilégier la rapidité, mais parmi tous ceux qui sont plus ou moins rapides, je vais être quand même celui qui est le moins impactant pour ma santé, ou celui où je suis le plus tranquille, parce que j'ai envie de rêvasser, ou voilà. Et donc là, on est vraiment dans l'individualisation, y compris de l'utilisation de l'espace urbain. Et ça arrive parce qu'on est capable de mesurer la mobilité, en mobilité. Donc tout ça, là, je vous ai parlé de pas mal de façons de mesurer. Je suis allé assez vite sur la technique. Il y a beaucoup de capteurs. Il y a les applications qui mesurent ça. Là, c'est encore une vision très informaticienne. Et grosso modo, le citoyen, en tout cas, au mieux, il est limité à la source de données ou à l'utilisateur du système. On n'est pas encore très bien.